cet entretien, je reçois Alain Herbette, journaliste. Bonjour Alain Herbette. Bonjour Martial. Vous êtes l'auteur, vous avez publié une trilogie algérienne, 3 portraits d'acteurs majeurs français de la guerre d'Algérie, oui. Jacques Soustelle, Robert Lacoste et Jacques Chevalier. Jacques Chevalier. Et vous publiez aujourd'hui parce que, comme le dit dans sa préface le socialiste Denis Lefebvre, qui signe la préface de cet ouvrage, Notre société a besoin de débats et controverses, vous publiez Les socialistes, les Juifs et Israël, de la question juive à la question d'Israël. Alors, avant d'évoquer les rapports que les socialistes français ont entretenus avec Israël, c'est le sens de l'ouvrage, il convient sûrement de s'intéresser, comme vous l'avez fait, aux rapports que les précurseurs du socialisme entretenaient avec les Juifs. La question juive n'est pas posée que par Marx dès 1848, quand il s'intéresse à sa propre filiation généalogique. Elle se manifeste rapidement et on le voit dans l'ouvrage sous des formes particulièrement choquantes. Absolument. Les précurseurs du socialisme, que ce soit Proudhon, Fourier, même l'inventeur du mot socialisme, avaient un regard et une attitude vis-à-vis des Juifs qui étaient guère différente de celle qu'avait pu avoir avant eux, soit l'Église, qui jugeait le peuple juif globalement comme déicide, soit la droite, entre guillemets, du XIXe siècle, qui sera illustrée plus tard par Drummond ou l'Action française, etc., qui vouait un peu les Juifs aux gémonies. La gauche, ce qu'on n'appelait pas la gauche à l'époque, c'était vraiment, parce qu'il faut lire Michel est intéressant, il différencie bien ce qu'on appelle aujourd'hui la gauche des socialismes ou des proto-socialistes, cette gauche socialiste, ouvrière, qui rêvait de libérer le monde des préjugés anciens, etc., plonge et patauge dans ces mêmes préjugés. Le juif est nécessairement un usurier, un banquier, c'est bien sûr la caricature de la banque Rothschild, etc. Et il ne peut être que ça. Et parce qu'il faut être de gauche ou socialiste, on insiste beaucoup sur ce caractère social du profiteur, de celui qui vit de la misère des autres. Mais on n'oublie pas, et Proudhon le dit, c'est un peuple déicide, donc je veux dire, le lien est tout fait. Je veux dire, donc c'est vrai que le socialisme, dans ses premiers balbutiements, et puis l'exemple est venu de haut, puisque Karl Marx, le père, d'une certaine manière, du socialisme scientifique, c'est comme ça qu'on appelait sa pensée, ne sera pas le dernier à critiquer et à qualifier de manière très surprenante les Juifs, en disant la solution du problème juif, c'est de supprimer les Juifs, en gros. Alors, il faut lire un peu attentivement quand même ce qu'il dit. Il ne parle pas de suppression physique des Juifs, mais il faut supprimer le judaïsme, puisqu'avec le socialisme, tout sera réglé. La question de la religion, et donc qui est un opium, comme chacun sait, comme lui l'écrira plus tard. Tout ça sera réglé, tous les problèmes de l'humanité, d'une certaine manière, l'inégalité, le rôle des femmes, tout sera réglé par le socialisme. L'URSS nous l'a démontré. Vous citez Proudhon, et on s'aperçoit qu'au-delà de l'image qui serait de lier le juif à l'argent, le juif au commerce et à l'usure, il va beaucoup plus loin, il dit le juif est l'ennemi du genre humain, il faut renvoyer cette race en Asie ou l'exterminer. Ou l'exterminer, oui, c'est très fort. C'est très fort. Mais Proudhon, moi, je n'arrive pas... Parce qu'on peut dire, nous sommes au XIXe siècle, après tout, les préjugés existent, tenons en compte. Je veux dire, on ne peut pas rêver d'un monde idéal quand il ne l'est pas. Mais quand il dit ça, là, je n'arrive plus à faire la part des choses et à dire, il participe de son temps, d'une certaine manière. Non, il n'est pas obligé de participer de son temps de cette manière. Parce que les peuples du Moyen-Âge haïssaient d'instinct, je le hais avec réflexion et irrévocablement dans ses carnets. Oui. Et celui qui a inventé le rouge, je crois, qui a inventé le mot socialisme, des années plus tard, dira on nous parle des pogroms, etc., mais les pogroms se justifient parfaitement, puisque c'était les braves gens en colère qui liquidaient un problème chez eux. On parle de Proudhon, est-ce qu'on peut parler aussi de Jaurès ? Oui, parce que Jaurès est le bon Jaurès. Tout le monde a habité ou habitera un jour dans une avenue Jean Jaurès.
Jaurès a... Bon, il n'est pas coupable de ce que a pu dire ou penser Proudhon et compagnie, mais Jaurès, là, était de son temps. Un intellectuel, un prof, etc., et qui a eu des mots très durs également sur les Juifs. En particulier, je ne sais pas pourquoi il y avait cet tropisme sur les Juifs d'Algérie. Et il a été, en décrivant les Juifs d'Algérie, qui étaient honnis de leur voisinage, etc., par le commerce, ce qu'ils en faisaient et la richesse qu'ils pouvaient en tirer, et puis une situation sociale bien meilleure que l'indigène, il ne dit pas autre chose que ce que pouvait dire Drummond, qui s'est présenté dans les mêmes années, en 95, à la députation d'Alger, où il a été élu. Régis, qui s'est présenté comme maire d'Alger, qui a été élu, qui est un jeune homme de 25 ans, qui se réclamait comme socialiste et libre penseur, mais sa liste, c'était une liste antisémite, anti-juif. Il ne faut pas faire dans le détail. Voilà. Proudhon, Marx, Jaurès, est-ce qu'on peut dire et affirmer, Alain Herbette, à l'aune de ces, non pas révélations, mais de ces précisions, que tous les précurseurs du socialisme ont eu les mêmes préjugés à l'égard des Juifs? Non. Il y a eu... il y a un cas très particulier, il y a deux cas qui font totalement exception, si on pense que les autres étaient majoritaires, c'est les Saint-Simoniens, qui n'ont jamais abordé cette question, pour qui ça n'était pas un souci. Les Saint-Simoniens étaient, et on peut les classer parmi les précurseurs du socialisme, même si Marx les jugeait d'utopistes, etc. C'était une forme de développement solidaire, etc. Donc eux ne se sont jamais posé cette question. Et Blanqui, qui est une autre forme de socialisme ou de réponse. Et il y a un boulevard ou une avenue, exactement. Alors, plus sérieusement, vous dites clairement que c'est le XXe siècle qui va détourner les socialistes de l'antisémitisme ou d'un regard de préjugés sur les Juifs. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'affaire Dreyfus qui fait évoluer tout cela? Oui, l'affaire Dreyfus a joué beaucoup. C'était le caractère un peu antisémite du socialisme avait déjà bien baissé. Depuis, Proudhon n'était plus là. Alors c'était repris un peu par Sorel et ce qu'on appelait l'anarcho-syndicalisme ou le socialisme révolutionnaire, mais qui n'était pas l'essentiel quand même chez Sorel. Mais c'était en voie, disons, de disparition. Par contre, il y avait chez les socialistes, et c'était illustré parfaitement par Gued, l'adversaire favori de Jean Jaurès, et qui vont fonder ensemble, avec Allemagne, etc., le Parti socialiste en 1905, Gued disait, lui, mais l'affaire du capitaine Dreyfus, qu'il soit coupable ou qu'il soit innocent, je m'en fous, parce que c'est absolument pas l'affaire de la classe ouvrière. Elle n'a pas à se mêler des bis-bis entre bourgeois. Le capitaine Dreyfus participe de la bourgeoisie, à la Troisième République, etc. C'est pas le combat de la classe ouvrière. Donc, ça n'existe pas. Et Jaurès, avant Gued quand même, s'était fait, d'une certaine manière, convaincre de la justesse de la cause dreyfusarde. C'est-à-dire, oui, il est innocent, et on l'a condamné. Parce que Jaurès prend le camp. Fait des causes pour... d'intervenir sur Barès, des gens comme ça. Bien sûr. Barès qui était un ami, qui a une rue aussi dans ma ville, à Nancy. Ne le dites pas, on va l'enlever. Oui, mais qui était un ami de Jaurès. Là, c'est des gens qui se connaissaient parfaitement bien. Et quand Barès veut, à un moment donné, créer un journal qui s'appellera La Cocarde, et qui veut réunir des anciens boulangistes, des socialistes un peu en déshérence, ou des nationalistes, mais qui ne veulent pas d'une république bourgeoise. Il veut des gens de qualité, etc., qui l'entourent, et il demande à Jaurès, est-ce que tu peux pas me donner quelqu'un qui travaille avec toi Et Jaurès, oui, dira oui. Effectivement, il y aura quelqu'un proche de Jaurès qui ira à La Cocarde travailler avec Barès. Donc il y avait entre ces gens-là j'allais dire une consanguinité, non, mais je veux dire une entente. Des ponts.
Voilà, ils étaient français, ils pouvaient travailler, discuter ensemble, et il faut dire que Jaurès avait quand même changé, il avait tourné. Mais Darès tournera aussi. Je poursuis à grandes enjambées un ouvrage qui va beaucoup plus lentement que moi, heureusement, car je vais passer tout de suite de la question juive à la question d'Israël. Et là, les socialistes français ont été quand même unanimes pour reconnaître le nouvel État d'Israël. Absolument. Blum a d'ailleurs directement participé aux travaux. Certains ont peut-être réagi autrement quand même, d'ailleurs, que Blum. Oui, il y a eu, vous savez, c'était une époque... Alors moi, je n'adhère pas toujours quand on dit dans la collaboration... il y avait des socialistes, la gauche, etc., où la gauche était collaborationniste. Non, enfin, elle était ni plus ni moins que l'ensemble des Français. Mais il y a eu une gauche, et en particulier une gauche socialiste, Marcel Déat, qui était député socialiste, qui a quitté le Parti socialiste pour former le néo-socialisme, ce qu'on a appelé les néos, était un homme franchement antisémite, qui lui a refusé le chemin, disons, qui conduisait quand même à ses droits vers la création de l'État d'Israël. Donc, le Parti socialiste, lui, s'était engagé dès la promesse de Balfour, c'est-à-dire des Anglais, d'offrir un foyer national juif en Palestine, s'était engagé derrière cette voie-là. Je veux dire, en 1919-18, quand il y a eu les pourparlers, les accords de Versailles, de San Remo, etc., Blum en particulier, qui avait tenu sa place pendant la guerre comme directeur de cabinet, etc., a influé, a essayé pour qu'il n'y ait pas tout à coup de recul sur que l'accord, enfin la déclaration de Balfour soit véritablement honorée. Et là, ça va être une grande histoire d'amour entre les socialistes et Israël, jusqu'à Guy Mollet au moins. Jusqu'à Guy Mollet, oui, parce qu'avec Léon Blum sera le grand homme de l'après-guerre 14-18, enfin le grand homme pour le Parti socialiste en tout cas. C'est lui qui a gardé la vieille maison en 1920 quand les communistes s'en vont. Et il est juif, il est attaqué bien évidemment en tant que juif, avec Xavier Vallat qui était ministre à un moment donné de la Troisième République, l'insulte, etc. C'est la première fois qu'un juif arrive et franchit la tribune, etc. Et il est assez clair là-dessus, il se retourne, mais oui, je suis juif. Et M. Vallat, le fait que vous le précisiez ne m'insulte absolument pas, parce que je suis fier d'être ce que je suis. Mais il précisera toujours, je suis français, je resterai français, ma culture est française, ma langue est française, et il n'est pas question d'autre chose. Donc, ensuite, il deviendra président du Conseil, comme on le disait, en 1936, et il s'engagera à fond pour la création d'Israël, le combat sioniste à l'époque, etc. Alors, autre rupture, toujours, c'est la guerre des 6 jours. Ouais. Qui durait 7, mais c'est du 5 au 10 juin 1967. Et voilà, le 7 qui me revenait à l'esprit. Pour que le désamour d'Israël gagne là une partie des socialistes français. Moi, ma jeunesse, pas dans les années 60, mais va être bercée par quand même ce désamour de la gauche, communiste, socialiste aussi, à l'égard d'Israël. Absolument. Il y a un désamour qui s'installe après la longue présence de Guy Mollet comme président du Conseil, puisque c'est le plus long gouvernement qu'il y ait jamais eu sous la 4e République. Il a duré, je ne sais plus combien de temps, enfin relativement court par rapport aux critères d'aujourd'hui, mais ça a duré longtemps alors qu'on pensait vraiment qu'il capoterait tout de suite. Et Guy Mollet, qui s'est toujours défendu de vouloir faire comme les travaillistes anglais, c'est-à-dire trahir dès qu'il sera au pouvoir. Il avait même prévenu Shimon Peres, vous verrez, les travaillistes anglais ont trahi leur parole en 1945, quand ils sont arrivés au pouvoir avec Baldwin. Je ne serai pas Baldwin. Donc il arrive au pouvoir avec le Front populaire et il soutient immédiatement l'armement d'Israël. C'est l'affaire de Suez. Donc Mollet noue un lien privilégié avec les gouvernements, enfin Pérez, Ben-Gurion, Golda Meir, qui sont tous là déjà, et va leur offrir un armement extraordinaire, et il va surtout leur offrir la clé de tout, c'est-à-dire l'armement nucléaire.
Et Dimona, qui est la centrale aujourd'hui en Israël, n'existe que parce qu'il y a eu une volonté politique française de construire cette centrale. La guerre des 6 jours éloigne les socialistes d'Israël et des Juifs. Honnêtement, ce n'est pas une spécificité socialiste. Absolument pas. De Gaulle va condamner l'ouverture des hostilités par Israël, et il y a des motifs réels de condamner Israël, ne serait-ce que parce qu'elle a pris une grande partie des territoires occupés qu'elle n'a pas rendus. Ça a été, oui, c'est le... Notamment Jérusalem-Est, par exemple, ou le plateau du Golan. Bien sûr, c'est le problème essentiel. C'est pas le fait qu'il... Parce que De Gaulle, effectivement, la première rupture, la vraie rupture, entre la France, d'une certaine manière, et Israël, c'est De Gaulle. De Gaulle refuse toute aide à Israël, dresse un embargo terrible contre l'armement d'Israël, parce que Israël aurait commis le péché de se défendre. De Gaulle dit « ils ont attaqué les premiers ». Bon. Les socialistes, à ce moment-là, sont partagés en deux. On est en 67, à une année près, c'est 68. Et la gauche française est rongée par ce qu'on appellera la nouvelle gauche. C'est-à-dire la découverte, les ouvriers français ont beaucoup déçu finalement en mai 68, ils vont décevoir encore plus. Donc on a des yeux de chimène pour le tiers-monde. Les nouveaux prolétaires, les nouveaux damnés de la terre, c'est ceux qui viennent du tiers-monde. Donc tout à coup le Palestinien devient la figure de proue. Alors il ne remplace pas Che Guevara, parce que ça c'était remplaçable, mais enfin il va remplacer les autres, Ho Chi Minh, etc. Et la figure libératrice du Palestinien va balayer, d'une certaine manière, le Parti socialiste, qui est à ce moment-là quand même bien malade. Hein, c'est la fin du règne en tant que secrétaire général de Guy Mollet. Guy Mollet s'en va en 69. Il y a un nouveau Parti socialiste qui va vivoter pendant 2 ans. Et il y a surtout l'OPA de François Mitterrand sur le Parti socialiste à Épinay en 71. Et là... Reste qu'avant de passer à Mitterrand, cette annexion, annexion qui n'est pas reconnue par la communauté internationale, qui n'est toujours pas, la Cisjordanie est toujours occupée, la Palestine est toujours occupée. Est-ce que c'est le cœur nucléaire du ressentiment que continue à avoir la gauche à l'égard d'Israël? Est-ce que ce qui est né en 67 se poursuit jusqu'en 2021? Ou est-ce que c'est tout simplement un moyen d'évoquer d'autres ressentiments à travers cela? Je pense que c'est effectivement c'est le cœur du sujet. Parce qu'il y a cette occupation, moi je n'ai pas envie de l'appeler occupation, mais enfin en tout cas cette présence. Vous savez, la Jordanie, la Palestine et la Cisjordanie, c'est un sujet en soi. Alors je ne sais pas si on a le temps, 30 secondes, je vous en prie, si vous me permettez. Quand la déclaration Balfour a lieu en 1916, à la suite de la guerre, tout ce qui relève de l'empire arabe qui appartenait aux Ottomans, c'est-à-dire la Syrie, l'Irak, le Liban, la Palestine, etc., est pris et enlevé à l'Empire ottoman. Des États se reconstituent, la Syrie, l'Irak, partagés entre la France et l'Angleterre prend mandat sur une Palestine, qui est énorme. Et comme ils sont d'ores et déjà un peu hostiles quand même aux idées de la loi des promesses Balfour, ils vont créer sur le territoire palestinien, sur ce qui s'appelle la Palestine, un califat qui s'appelle la Jordanie aujourd'hui, parce qu'il y avait des problèmes de familles régnantes à caser ou à consoler, etc. Donc la Cisjordanie est créée en 1920. La Jordanie, pardon, est créée en 1920. Elle occupe plus des 2/3 de la Palestine historique. Il ne reste donc plus, pour satisfaire la déclaration Balfour, qu'un tout petit tiers où est d'ores et déjà installé le foyer national juif. Donc, en gros, le territoire arabe palestinien est déjà rikiki. Il se limite un peu à ce qu'on appelle aujourd'hui la Cisjordanie. Gaza n'est pas parmi les territoires palestiniens. Gaza, c'était une possession égyptienne. Hein. Donc, le problème palestinien est quand même largement surestimé. Enfin, il y a une ignorance générale qui est partagée sur la Palestine, en pensant que la Palestine, de toute évidence, non, la Palestine, c'est... Pour moi, s'il y avait une solution à 2 États, je suis totalement pour une solution à 2 États au Moyen-Orient, entre un État juif et un État arabe palestinien, c'est Israël et la Jordanie.
Et ce qu'on appelle aujourd'hui la Cisjordanie peut, Je reviens négocier. à Épinay, je reviens bien évidemment à Oui, la à nos personnalité socialistes. de François Mitterrand. Ah. Oui. On ne change pas les habitudes. Il n'aimait pas Mitterrand, pour l'information. Oui, voilà. Évidemment, tout ce qui était antisocialiste disait Mitterrand. Voilà, absolument. Pour les plus jeunes, vous le saurez. Donc François Mitterrand, personnalité incontournable, mais alors vrai ou faux ami d'Israël, lui va parler d'occupation quelquefois. Oui, c'est lui qui, d'une certaine manière, quand il arrive au pouvoir en 81, mais il l'avait bien préparé après qu'il ait pris le Parti socialiste en 71 à Épinay, il va engager une politique vis-à-vis d'Israël. Il va la visiter 4 fois, enfin il va visiter le pays 4 fois, etc. À chaque fois avec des délégations de plus en plus nombreuses. Et c'est là qu'il introduit... Et avec Attali à chaque fois. Et avec Attali à chaque fois. Oui, avec Attali à chaque fois. Et c'est là que je ne sais plus qui c'est... un dirigeant socialiste qui était présent dans le voyage, dit Attali, il m'a dit non, c'est bien que vous soyez là depuis 2000 ans, c'est la première fois que vous voyez Israël. Bon, l'ambiance était là, quoi. Et donc, il va en Israël, il s'y déplace, il est souvent assez mal reçu, parce qu'il fait des déclarations partout sur la Palestine, sur les combattants palestiniens, les combattants de la paix, etc. En Israël, ça n'a pas un écho extraordinaire, donc il est à chaque fois plus ou moins tenu à distance, mais c'est quand même à la fois le premier président du Parti socialiste avant, donc membre de l'Internationale socialiste, et les dirigeants israéliens à l'époque étaient membres également de l'Internationale socialiste. Important à rappeler. Oui, bien sûr, Ben-Gurion, Shimon Peres, Golda Meir, etc. Et puis, quand il arrive en 81 au pouvoir, comme président du Conseil, comme président de la République, pardon, il engage véritablement une politique vis-à-vis d'Arafat, qui est une politique de reconnaissance du fait palestinien. Bon, vous avez vu ce que j'en pense, moi, du fait palestinien. Mais donc, oui, il y a un fait palestinien, oui, il y a des combattants palestiniens, oui, il faut les aider. Et il se trouve il va aider Yasser Arafat plusieurs fois. Et fois, il l'a aidé au moins deux. Il l'a sauvé. Je veux dire, en 81-82, il y a eu la guerre au Liban, enfin 82. Il exfiltre Yasser Arafat. Il exfiltre 2 fois de suite Yasser Arafat, au grand mécontentement d'Israël, également des Américains, qui étaient quand même assez peu... propice à ce moment-là à accepter cette histoire-là. Mais enfin bon, ils le font et ils emmènent Arafat à Tunis, où le siège de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, qui était créée en 1964 au Caire. Il faut remettre un peu les choses dans une chronologie. Donc, comme quoi le problème palestinien a surgi tout à coup assez tardivement, vis-à-vis de 1948, la naissance d'Israël. Et donc il va aider véritablement Arafat. Non seulement il le sauve 2 fois de suite, il le reçoit et il en fait son interlocuteur privilégié. C'est pour ça que je me permettais de dire dans ce bouquin, vrai ou faux ami d'Israël, la question est à vous, cher lecteur. C'est au lecteur de le lire aujourd'hui. Quand la gauche manifeste il y a quelques années de cela, mais elle a recommencé il y a quelques jours, on entend... alors que Mélenchon, la gauche, etc., sont devant cette manifestation. Derrière, on entend derrière le cortège mort aux Juifs. C'est la seule fois en France que résonnent ces termes-là depuis des lustres. Ça vient de la gauche. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une cohérence dans finalement cette insulte Oui, il y a une de ce lieu-là. Oui, il y a une cohérence dans cette attitude-là, une cohérence qui va, à mon sens, je n'engage que moi, bien évidemment, une cohérence qui va de la volonté de nier les Juifs en tant que groupe humain, si vous voulez. On a nié le droit à l'existence et on a vu ce que voulait dire la solution finale. On voit tout à coup, puisqu'on a dépassé, je le souhaite, cette phase historique, on voit tout à coup le refus d'un pays qui n'a pas droit, qui n'aurait pas droit de citer comme n'importe quel autre pays dans le monde. Alors, je veux dire, c'est de crier « Allah Israël », puis « mort aux Juifs ». Il y a là une logique, c'est une logique infernale. Parce que c'est, à un moment donné, d'abord un refus de clairvoyance sur ce qui se passe véritablement au Moyen-Orient,
où nous avons une démocratie, la preuve, ces derniers jours. Enfin, on voit ce qui se passe en Israël ces jours-ci. Si c'est pas une démocratie, on vote un gouvernement à une voix simplement de majorité, sans qu'il y ait un coup d'État derrière pour balayer tout ça. Alors, je ne dis pas que ça va durer très longtemps. Mais je dis que c'est la démocratie, voilà, avec tous les inconvénients de la démocratie. Au moment où nous parlons. Ouais. Merci beaucoup, Alain Herbette, d'avoir, non pas sans parti pris, mais en prenant parti, évoqué quand même les heures sombres et ces périodes sombres que traversent les socialistes à l'égard de l'État d'Israël et à l'égard des Juifs. Des questions qui sont rarement évoquées sur la place publique et dans les médias mainstream. Merci de l'avoir fait dans cet ouvrage que vous retrouvez sur la librairie officielle de TV Liberté en consultant le site tvliberté.com. Mais vous en avez pris pour beaucoup d'entre vous l'habitude. Merci à vous. Merci Alain Herbette. Merci Marcel Bild.